À l'aube, le quart lentement tandis que Catherine Brown faisait son jogging dans ces rues tranquilles bordées d'arbres. La douce lumière matinale révélait son élégante demeure aux murs blancs qui brillaient sous le soleil et aux tuiles en terre cuite qui rougeoyaient d'une teinte orange chaleureuse. Dans son jardin, un bassin bien entretenu et une villa remarquable d'un rose vif attiraient le regard. Chaque pas la remplissait de joie et d'un profond sentiment de fierté. C'était la maison dont elle avait longtemps rêvé, une demeure achetée il y a 3 ans lorsque son cabinet dentaire avait commencé à prospérer, marquant le début de son succès. Catherine avait acheté la maison alors que sa carrière s'épanouissait, et chaque jour elle célébrait cette réussite par une routine bien rodée. Après un jogging revigorant, elle profitait d'une douche rafraîchissante suivie d'une application soignée de maquillage. Avec une précision délibérée, elle attachait un délicat collier de perles autour de son cou, veillant à ce que son apparence reste aussi impeccable que sa réputation professionnelle. Ce rituel était un rappel quotidien de son travail acharné et de sa détermination. Sa maison était plus qu'une simple demeure. C'était un symbole de ses réalisations et la promesse d'un avenir brillant en tant que dentiste dévoué et respecté. En sortant sur la terrasse avant, Catherine découvrit son mari Michael qui l'attendait avec une tasse de café et un journal plié à la main, élégamment vêtu d'un costume Brooks Brothers et d'une montre coûteuse brillant à son poignet. Il avait tout l'air d'un agent immobilier prospère. Michael la salua avec un sourire confiant et mentionna une grosse affaire qu'il était en train de conclure ce jour-là. Pourtant, malgré son ton apparemment enjoué, Catherine remarqua de subtils signes de malaise dans ses yeux. Bien qu'elle se rassura en se disant que ses regards nerveux n'étaient que du stress lié au travail, un sentiment troublant commença à poindre sous la surface de leur routine matinale bien huilée. Plus tard ce matin-là, Catherine arriva à South Tampa Dental Care, où sa salle de soins impeccable l'attendait. La clinique était équipée du matériel le plus récent, et sa manière douce lui avait valu la confiance de nombreux patients. Un couple âgé vint pour son contrôle de routine, et Catherine expliqua patiemment chaque étape de leur traitement. Ses paroles prudentes et sa présence apaisante les rassurèrent, renforçant sa réputation de gentillesse et de compétence. Dans cet environnement familier et ordonné, elle se sentait confiante et en contrôle. Un contraste frappant avec les problèmes personnels qui commençaient lentement à empiéter sur sa vie par ailleurs réussie et méticuleusement gérée. Au milieu d'une journée chargée à la clinique, un coup inattendu à la porte perturba le calme. Jennifer, la sœur de Catherine, était arrivée sans rendez-vous, vêtue d'une tenue Gucci voyante et portant le dernier sac Louis Vuitton. Cette apparence extravagante était déconcertante compte tenu du revenu modeste de Jennifer en tant qu'esthéticienne à temps partiel. Leur conversation tourna rapidement autour de questions d'argent, Catherine pressant sa sœur d'expliquer pourquoi elle avait de nouveau emprunté une somme importante. L'atmosphère devint tendue alors que les anciens liens familiaux étaient mis à l'épreuve par des difficultés financières. Autrefois, elle partageait rire et confidences, mais maintenant les discussions étaient teintées de conflits et d'un sentiment croissant de trahison. Alors que la conversation avec sa sœur se déroulait, la voix de Michael résonna soudainement depuis la porte de la clinique, ajoutant à la tension croissante. Il entra avec un ton empreint de désespoir, leur rappelant des obligations financières urgentes et sa transaction immobilière en cours. Sa présence anxieuse approfondit la complexité de la situation. Bien qu'il tentât de paraître rassurant, ses yeux troublés trahissaient une peur cachée. Le poids des soucis inexprimés pesait lourdement dans la pièce. La présence de Michael, combinée à l'arrivée inattendue de Jennifer, força Catherine à affronter des vérités inconfortables sur les fissures qui se formaient dans leur vie familiale et professionnelle apparemment parfaite, la laissant de plus en plus déstabilisée. Au fil de la journée, Catherine se concentra sur la préparation d'une conférence dentaire de 3 jours organisée par l'Association dentaire de Floride. Bien qu'elle fût impatiente d'en apprendre davantage sur les derniers traitements implantaires et les avancées professionnelles, un malaise inexplicable la rongeait. Tout en faisant sa valise et en vérifiant ses plans de voyage, les pensées des événements troublants du matin et du comportement étrange de son mari et de sa sœur lui revinrent à l'esprit. Malgré l'excitation de la conférence à venir, une appréhension silencieuse assombrissait son anticipation. Elle se rassura en se disant que le travail offrirait une distraction bienvenue, même si l'inquiétude persistante concernant sa maison et sa famille commençait à prendre racine. Lors de la conférence, l'enthousiasme habituel de Catherine fut tempéré par une anxiété envahissante. Pendant une conférence sur les nouvelles procédures implantaires, ses mains tremblaient alors qu'elle vérifiait furtivement son smartphone à la recherche de messages de la maison. La présentation, qui retenait normalement toute son attention, lui semblait maintenant distante et étouffée. Des collègues inquiets lui jetèrent des regards compatissants,
mais elle ne fit que s'excuser discrètement avant de quitter la salle plus tôt. L'air frais à l'extérieur de la salle de conférence ne parvint guère à apaiser la chaleur de l'inquiétude qui l'emplissait. À chaque pas qu'elle faisait loin de la session, le sentiment croissant de mauvais présages concernant sa situation familiale semblait se resserrer autour d'elle comme une poigne invisible. Après la conférence, Catherine héla un taxi depuis le hall de l'hôtel de luxe et entra à l'adresse de sa maison à Davis Island avec des doigts tremblants. Le quartier familier, autrefois un phare de confort et de succès, lui paraissait maintenant étrangement inconnu. À plusieurs reprises, elle vérifia son smartphone à la recherche de messages ou d'appels manqués de Michael ou Jenny, mais rien n'arriva. Les remarques amicales de son chauffeur de taxi âgé, bien que bien intentionnées, ne parvinrent guère à la distraire de son anxiété lancinante. Alors que le taxi traversait un pont au-dessus de la baie de Tampa, le paysage urbain à l'extérieur paraissait fané et méconnaissable. Le silence de son téléphone accentua son pressentiment, la laissant se demander ce qui l'attendait chez elle. Lorsque Catherine arriva enfin dans son quartier, une scène choquante se déroula sous ses yeux. Les portails habituellement accueillants et ouverts étaient maintenant fermement clos, gardés par un agent de sécurité en uniforme dont le badge indiquait « Mike Patterson », un nom et un logo inconnus, ne provenant pas de leur service de sécurité habituel de Tampa. Le cœur battant la chamade et les mains tremblantes, Catherine présenta son permis de conduire et se présenta comme la propriétaire. Pourtant, le ton désolé mais ferme du garde lui transmit un message dévastateur. La propriété n'était plus enregistrée à son nom. Les mots la frappèrent comme un coup physique, et elle resta figée, incrédule, luttant pour comprendre comment sa maison bien-aimée avait pu lui être enlevée si soudainement. En regardant à travers les grandes fenêtres, le cœur de Catherine se serra en apercevant deux silhouettes familières à l'intérieur de sa maison. Michael et Jennifer célébraient, chacun tenant une bouteille de champagne coûteux alors qu'ils levaient leur verre pour trinquer. L'expression confiante de Michael était maintenant teintée d'une pointe de malice, et la robe rouge voyante de Jennifer ainsi que son sourire suffisant ne firent qu'approfondir la douleur. Leur conversation, audible à travers la vitre, révélait un sentiment de triomphe à ses dépens. Discrètement, Catherine commença à documenter la scène avec son smartphone, capturant les portails fermés, l'agent de sécurité inconnu et les silhouettes traîtresses à l'intérieur. Chaque photo était une déclaration silencieuse qu'elle se battrait pour récupérer ce qui lui revenait de droit. Malgré le choc et la trahison, Catherine résolut de rester calme et méthodique. Remerciant l'agent de sécurité d'un ton tendu mais poli, elle quitta les lieux le cœur déterminé. Dans le taxi, alors que sa maison s'éloignait sur fond de ciel vespéral rouge sang, chaque détail les portails sécurisés, l'insigne de la nouvelle société de sécurité, et les postures triomphantes de Michael et Jennifer se grava profondément dans sa mémoire. Elle se souvint des leçons de gestion de crise de ses années à Harvard, sachant que céder à l'émotion brute ne ferait que jouer en leur faveur. Avec une profonde inspiration stabilisatrice, elle décida que ses prochaines étapes seraient mesurées et délibérées, guidées par la logique et un désir de justice. S'installant dans sa suite à l'hôtel Vinoy Renaissance, Catherine se tourna vers son ordinateur portable avec des mains tremblantes. En se connectant à sa banque en ligne, elle fut stupéfaite de découvrir que ses économies de 2,5 millions de dollars avaient chuté à seulement 20 000 dollars. L'historique des transactions révéla une série de transferts importants et inconnus vers une entité appelée Tampa Luxury Property, LLC. Les transferts de fonds étaient déguisés en transactions immobilières, pourtant les chiffres dépeignaient un sombre tableau de trahison et de fraude. Le choc et l'incrédulité se mêlèrent à une colère montante alors qu'elle absorbait la réalité dévastatrice que sa sécurité financière avait été systématiquement sapée. Avec les preuves s'accumulant sous ses yeux, elle se prépara à riposter. Désespérée de trouver un recours légal, Catherine appela immédiatement Joseph Stern, un avocat en qui sa mère avait confiance depuis longtemps. Sa voix calme et basse apporta un léger soulagement alors qu'il l'assurait qu'il arriverait sur le champ. En quelques minutes, Joseph était à son bureau du centre-ville, dans un gratte-ciel, étalant des documents et accédant au registre foncier sur un grand écran. Les dossiers étaient accablants. Sa maison avait été vendue ce jour-là pour seulement 70% de sa valeur marchande, et la vente portait une version falsifiée de sa signature. Joseph expliqua que cette transaction frauduleuse n'était pas un incident isolé, mais faisait partie d'un plan plus vaste et calculé qui devait être arrêté immédiatement. Alors que Joseph approfondissait les dossiers, un schéma troublant émergea. Au cours des 6 derniers mois, 3 transactions immobilières similaires avaient été exécutées en utilisant la même méthode, des propriétés sous-évaluées et revendues au prix du marché, la différence étant détournée vers des comptes offshore.
La maison de Catherine était maintenant la 4e cible de cette fraude bien planifiée. Joseph expliqua qu'en vertu de la loi de Floride, les ventes immobilières effectuées sans le consentement du conjoint étaient invalides et que les transactions frauduleuses entraînaient de lourdes sanctions pénales. Les photos sur le smartphone de Catherine seraient des preuves cruciales. Avec chaque détail vérifié, ils comprirent tous les deux qu'une action en justice rapide était impérative pour stopper les transferts de fonds illicites et protéger toute future victime. De retour dans sa suite d'hôtel, le téléphone de Catherine continuait de sonner avec des appels de Michael, Jenny et plusieurs numéros inconnus. Chaque appel manqué augmentait son anxiété et ajoutait au poids de sa trahison. Malgré le tumulte émotionnel, elle refusa de répondre, sachant que s'engager ne ferait que retarder sa réponse planifiée. Au lieu de cela, elle se concentra sur l'organisation des démarches juridiques à venir, suivant les instructions précises de Joseph pour déposer des documents d'urgence, des demandes d'injonction et des notifications à la banque. La paperasse croissante et la gravité de la situation pesaient sur elle, mais la résolution de Catherine resta intacte. Chaque action qu'elle entreprenait était un pas vers la reconquête de sa vie et la protection des autres contre une tromperie similaire. Tard ce soir-là, un coup soudain à la porte de sa chambre d'hôtel surprit Catherine. En l'ouvrant prudemment, elle trouva Michael et Jenny debout, trempés par la pluie. La robe rouge autrefois voyante de Jenny était maintenant humide et débraillée, et le costume de Michael paraissait froissé et fatigué. Leurs expressions, auparavant triomphantes, avaient été remplacées par la peur et le désespoir. D'une voix tremblante, ils la supplièrent d'écouter leur explication. Michael avoua que des dettes croissantes, y compris des paiements de voitures de luxe en retard et des factures de cartes de crédit, l'avaient poussé dans un montage risqué. Jenny, les yeux remplis de regrets, admit que son addiction au jeu avait échappé à tout contrôle, la laissant dans de graves difficultés financières. Leurs aveux étaient bruts, mais ils ne parvinrent guère à atténuer la douleur de la trahison. Alors que Catherine absorbait leurs aveux, elle tourna calmement son ordinateur portable pour leur montrer les preuves accablantes, l'enregistrement de propriétés falsifiées et les transferts bancaires suspects. D'un ton mesuré, elle demanda « Comprenez-vous ce que vous avez fait ?» Le visage de Michael se tordit de regret alors qu'il essayait d'expliquer, tandis que Jenny fondit en larmes, son maquillage coulant et sa voix se brisant de chagrin. Leurs paroles confirmèrent que le montage immobilier frauduleux était délibéré et de grande envergure, les impliquant dans un réseau de tromperie. La conversation devint de plus en plus tendue à mesure que la véritable étendue de leurs actions émergeait. Pour Catherine, chaque mot ne faisait que solidifier sa résolution de voir la justice rendue, quels que soient les liens familiaux qu'il chérissait autrefois. Avant que davantage ne puisse être dit, Michael tenta de s'enfuir par la porte, la panique évidente dans ses yeux. À cet instant, 2 policiers firent irruption dans la pièce, leur arrivée soudaine et imposante. Le bruit des menottes se refermant résonna dans l'espace alors que Michael était emmené, sa façade assurée s'effondrant en défaite. Catherine regarda en silence l'intervention de la loi, un mélange de chagrin et de soulagement s'installant dans son cœur. La présence policière confirma que le montage frauduleux faisait l'objet d'une enquête sérieuse. Restée seule avec ses pensées, Catherine sentit le poids écrasant de la trahison et l'effondrement de ses rêves. L'homme en qui elle avait autrefois confiance était maintenant un symbole de tout ce qui avait été perdu en un instant fatal. 21 ans plus tard, un nouveau commencement s'offrit à Catherine, désormais connue sous le nom de Catherine Anderson, DMD. Chaque matin, elle se levait tôt pour son jogging dans les mêmes rues familières, pourtant tout semblait différent. Son jardin était maintenant fleuri de roses fraîchement plantées, et la plaque nominative autrefois menaçante à sa porte affichait fièrement son identité retrouvée. Les voisins la saluaient avec chaleur, et même un couple âgé échangeait des mots aimables lors de leur promenade. En réfléchissant au passé douloureux, elle reconnut que chaque épreuve avait conduit à une croissance personnelle et à la guérison. Avec ses parents à ses côtés et les cicatrices s'estompant lentement, Catherine embrassa un avenir construit sur l'honnêteté, la résilience et la promesse d'une vie renouvelée. Changement en conséquent. Il jeta un coup d'œil à Sarah, qui le fixa impassiblement. C'était le signal. Sarah se leva. La salle se tut, attendant, car il était inhabituel que les employés prennent la parole lors de grandes réunions sans y être invités. Monsieur Chen, dit Sarah en s'adressant formellement à Marcus, avant de procéder à vos nouvelles nominations, il y a un développement important concernant la structure de propriété de Chantec dont nous devons discuter. Les yeux de Marcus se plissèrent. Je ne me souviens pas vous avoir donné la parole, Sarah. Sarah. En fait, vous êtes l'une des personnes que je prévois de. Une autre voix l'interrompit près de l'entrée.
Elle parle au nom de l'actionnaire majoritaire. Les têtes se tournèrent pour voir Sandra entrer dans la pièce, portant une pile de papier encore plus épaisse que celle que Marcus avait exhibée la veille. Juste derrière elle se trouvaient 2 membres du conseil d'administration, les légitimes qui avaient constitué l'épine dorsale de la direction de Shantech pendant des années. Ils n'avaient pas assisté à la prétendue réunion officielle du conseil de Marcus parce qu'ils n'y avaient jamais été invités. Ils étaient clairement mécontents de ce fiasco. La confiance de Marcus vacilla visiblement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Nous avons déjà conclu le vote du conseil. »« J'ai les documents. » Sandra s'avança, plaçant les documents sur une table à l'avant de la salle. D'une voix claire et mesurée, elle expliqua, « Ces dossiers montrent que Firetech Industries, Summit Venture et Highland Capital, les 3 plus grands groupes d'investissement détenant des actions de Shantech, sont en fait contrôlés par Rachel Chen. » Un silence profond s'empara de la pièce. Le visage de Marcus perdit son assurance arrogante. « C'est impossible. » balbutia-t-il en attrapant les papiers. Il les feuilleta, parcourant les noms des sociétés écrans, recoupant les adresses et les dossiers financiers. Tout était là, noir sur blanc. Chaque action significative de Shantech que Marcus n'avait pas personnellement comptabilisée appartenait aux entités de Rachel. Le total cumulé représentait 80% des parts, plus qu'assez pour annuler toute décision du conseil. Rachel se leva de son siège et se dirigea calmement vers l'avant. Elle sentait tous les regards posés sur elle, mais elle restait impassible. « Tu as fait un travail minutieux en falsifiant des documents avec ma signature, dit-elle doucement à Marcus, mais tu aurais dû prêter plus d'attention à ce qui se passait en coulisses. » Certains employés haltèrent, d'autres chuchotèrent avec excitation. Marcus froissa le papier entre ses mains. « Toi, tu m'as piégé » siffla-t-il à voix basse, essayant de garder son sang-froid, mais en vain. « Tu t'es piégé toi-même, » répondit Rachel, toujours calme. « Tu as vu ce que tu voulais voir. Tu étais si sûr de mon ignorance que tu n'as jamais envisagé que je puisse me préparer à cela. » Marcus regarda les membres du conseil, s'attendant à moitié à ce qu'ils viennent à son aide, mais il le regardait avec fureur pour avoir tenté de renverser la fondatrice avec des signatures falsifiées et une réunion du conseil bidon. Sandra désigna des preuves supplémentaires. Voici les dossiers financiers montrant des transferts non autorisés depuis les comptes de l'entreprise, ainsi que de faux procès-verbaux de réunions auxquelles Rachel n'a jamais assisté. Et ici, indiqua-t-elle un autre dossier, se trouvent les vrais procès-verbaux du conseil des membres légitimes qui n'ont jamais voté pour remplacer Rachel en tant que PDG. Le visage de Marcus devint rouge. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis son mari. J'ai des droits. » Sandra ajouta calmement. « En fait, Monsieur Chen, vous devriez vérifier les papiers du divorce qui ont été déposés ce matin et, pour faire bonne mesure, peut-être revoir votre contrat de mariage. Il contient des clauses intéressantes. » Avec cette révélation, toute la salle éclata en murmures choqués. La main de Marcus trembla alors qu'il sortait son téléphone. Il tenta de se connecter au serveur de l'entreprise, mais son accès fut révoqué. Rachel regarda les gardes de sécurité qui se tenaient près de la porte. Ils s'avancèrent poliment mais fermement. L'un d'eux dit, « Monsieur, si vous voulez bien nous accompagner, nous devons vous escorter hors des lieux. » Marcus se mit à crier pour protester, mais en vain. Il avait perdu l'élément de surprise et, plus important encore, il avait perdu l'entreprise. La sécurité le guida vers la sortie, ignorant ses menaces de poursuites judiciaires et de vengeance. Rachel se tourna vers les employés qui la regardaient avec un mélange d'étonnement et de soulagement. Elle parla doucement mais avec assurance. « Je sais que cela a été déstabilisant pour tout le monde, et je sais que beaucoup d'entre vous ont des questions. Pour l'instant, veuillez retourner à vos postes. Je programmerai des réunions en petits groupes pour répondre aux préoccupations de chaque équipe. Merci pour votre patience et pour votre loyauté envers Shantech. » À cet instant, la tension dans la pièce se relâcha. Les gens se mirent à discuter, soulagés, incrédules, et même admiratifs. Quelques employés semblaient presque euphoriques, comme s'ils venaient d'assister à un rebondissement spectaculaire qu'ils n'avaient vu que dans les films ou lu dans les romans. Sarah, les larmes aux yeux, s'approcha de Rachel. « C'était incroyable, » souffla-t-elle. « Je n'ai jamais vu personne d'aussi calme sous une telle pression. » Rachel esquissa un petit sourire las. « Nous avons encore du travail à faire. Retournons construire l'entreprise, de la bonne manière. » Sandra rassembla ses dossiers,
adressant un signe de tête respectueux à Rachel. La scène était prête. Le règne de Marcus était terminé avant même d'avoir commencé. Dans les jours qui suivirent le coup d'État manqué de Marcus, la nouvelle se répandit dans toute l'industrie technologique. Des rumeurs circulèrent dans les groupes de discussion, les forums d'affaires et parmi les dirigeants d'entreprises. Des titres comme « Une fondatrice déjoue la tentative de prise de contrôle de son mari chez Shantech » et « Une lutte de pouvoir spectaculaire se termine par la victoire de Rachel Chen » apparurent dans les magazines économiques et les sites d'information en ligne. La réaction du public fut un mélange d'étonnement et d'admiration. Beaucoup connaissaient le succès de Rachel dans la construction de Shantech à partir de rien, mais peu étaient au courant de la trahison personnelle à laquelle elle était confrontée en coulisses. Les médias s'emparèrent de l'histoire, la présentant comme un conte moderne de résilience et de ruse. Au sein de Shantech, la plupart des employés ressentirent un regain de loyauté et d'espoir. Marcus avait semé la tension et la confusion pendant des mois, en particulier parmi les équipes qui sentaient que quelque chose n'allait pas avec les finances et les changements soudains de département. Avec le départ de Marcus, les gens retournèrent à leur travail, plus déterminés que jamais à innover et à faire progresser les produits de Shantech. Rachel ne célébrait pas. Au lieu de cela, elle s'affairait à assurer un retour en douceur à la normale. Elle passait des heures chaque jour à rencontrer les chefs d'équipe, à examiner les projets que Marcus avait approuvés ou annulés à la hâte, et à discuter de la feuille de route à long terme. Elle était déterminée à balayer les doutes persistants et les dommages que Marcus aurait pu infliger. Une réunion cruciale eut lieu dans une salle de conférence plus petite au dernier étage, surplombant la ville. Parmi les participants figurait Sarah, désormais nommée directrice financière par intérim, 2 autres cadres supérieurs et une poignée de chefs de département. Ils discutèrent des objectifs de vente, des progrès de la recherche et du moral des employés à la lumière des récents événements. Rachel était assise à la tête de la table, se penchant en avant pour s'adresser au groupe. « Je tiens à assurer à tout le monde que nous sommes stables, financièrement et opérationnellement. La tentative de Marcus a causé quelques perturbations, mais nous avons identifié les transactions non autorisées et entamé le processus de recouvrement de ces fonds. » Sarah intervint, « Nous aurons probablement suffisamment de preuves pour engager des poursuites si cela s'avère nécessaire. Mais pour l'instant, nous nous concentrons sur le fait de nous assurer que les opérations quotidiennes de l'entreprise ne sont pas entravées. » L'un des chefs de service hésita, puis prit la parole. « Quelques-uns de nos clients ont exprimé leur inquiétude après avoir entendu parler de luttes internes. Ils veulent savoir si nous sommes toujours engagés à livrer dans les délais. » Rachel hocha la tête. « Faites-leur savoir que nous sommes pleinement engagés. Si nécessaire, je rendrai personnellement visite aux clients clés pour les rassurer. Fournissez des calendriers mis à jour, mais expliquez également que nous disposons des ressources et de la direction nécessaires pour répondre à leurs besoins. » Cette déclaration simple mais ferme sembla renforcer tout le monde dans la pièce. Plusieurs chefs de service commencèrent à proposer des idées pour contacter proactivement les clients, comme des démonstrations personnalisées et des mises à niveau gratuites, afin de réaffirmer la stabilité et la bonne volonté de Shantech. Une fois la réunion terminée, Rachel resta avec Sarah pour aborder des questions plus délicates. Sarah tendit à Rachel un dossier détaillant certaines des dépenses cachées de Marcus, notamment une suite d'hôtels somptueuses qu'il réservait fréquemment et des remboursements de voyages suspects qui coïncidaient avec les périodes où Rachel était absente. Rachel parcourut les documents. Son expression était douloureuse. « Il n'y a aucun doute sur sa double vie, » dit-elle doucement. « Je m'en doutais, mais voir tout ça exposé est toujours difficile. » Sarah posa une main sur l'épaule de Rachel. « Tu as sauvé l'entreprise de ses griffes. C'est ça l'important. Ne te laisse pas abattre par l'aspect personnel. » Rachel ferma le dossier et prit une profonde inspiration. « Je laisserai Sandra s'occuper de tout le reste sur le plan juridique. Continuons simplement à faire avancer l'entreprise. » Malgré son calme apparent, Rachel ressentait un tourbillon d'émotions. Elle avait aimé Marcus. Elle lui avait fait confiance. Maintenant, elle avait des documents juridiques prouvant sa tromperie, son infidélité et sa cupidité. Chaque jour qui passait, l'ampleur de la trahison de Marcus devenait plus évidente, et cela faisait mal, tant sur le plan personnel que professionnel. Pourtant, Rachel se rappelait qu'elle avait un devoir envers ses employés et envers la vision qu'elle avait. Mise en route des années auparavant, elle ne laisserait pas un chagrin personnel faire dérailler le projet dont dépendaient des centaines de personnes pour leur subsistance. 2 semaines plus tard, par un matin ensoleillé, Rachel arriva à son bureau, de nouveau le sien,
bien qu'elle prévît de le rénover bientôt. Une grande boîte en carton était posée sur son bureau, adressée à elle d'une écriture soignée qu'elle ne reconnut pas. Elle l'ouvrit pour trouver des effets personnels que Marcus avait laissés dans leur pantouse, accompagnés d'une enveloppe cachetée. L'enveloppe portait l'adresse de retour de Margaret Chen, la mère de Marcus. Rachel ressentit une pointe d'appréhension. Margaret avait toujours été polie, voire gentille, envers Rachel, mais elle restait la mère de Marcus. Rachel se demandait si Margaret défendrait les actions de son fils. Elle ouvrit la lettre. « Chère Rachel, j'espère que tu vas bien. J'ai eu des nouvelles de Marcus, bien qu'il n'ait pas été très loquace, à propos de ce qui s'est passé à l'entreprise. Des bribes de vérité ont filtré. Je réalise qu'il t'a profondément blessé. Indépendamment des manquements de mon fils, je veux que tu saches que j'admire ce que tu as accompli. Tu as bâti cette entreprise à partir de rien, et tu as eu la force de la protéger lorsque Marcus a tenté de te l'enlever. Il vit maintenant à Denver, dans un petit logement. Je lui ai offert mon aide, mais il semble trop honteux pour me faire face directement. Je ne sais pas s'il a retenu la leçon. Je sais que, quelles que soient les erreurs qu'il a commises, tu lui as donné toutes les chances de changer de cap. Il a choisi de ne pas le faire. J'en suis désolé. Quoi que l'avenir te réserve, je crois que tu continueras à faire de grandes choses. Merci d'avoir donné à Marcus un aperçu de ce que signifie se battre pour quelque chose qui en vaut la peine. Peut-être que cela lui apprendra à respecter ce qu'il avait autrefois. Sincèrement, Margaret. Rachel l'a lu 2 fois. Frappée par le mélange de tristesse et d'empathie exprimé par Margaret. Il était douloureux de penser à la façon dont cette trahison s'étendait au-delà de Rachel et Marcus, affectant également la mère de Marcus. Elle plia la lettre et la glissa dans un tiroir, ressentant un mélange de soulagement et de chagrin. Elle passa le reste de la journée en réunion, se concentrant sur le recrutement d'une nouvelle équipe financière. Sans Marcus tirant les ficelles, Rachel voulait s'assurer que les processus comptables de Chantec soient transparents et robustes. Elle auditionna des candidats qui partageaient sa vision d'un lieu de travail éthique et axé sur la croissance. Dans l'après-midi, elle visita l'étage animé du développement logiciel. Des rangées de cubicules et de salles de conférences bourdonnaient d'activités alors que les programmeurs affinaient les dernières fonctionnalités de leurs produits phares. L'air sentait le café et le bourdonnement des ordinateurs emplissaient chaque recoin. Rachel se promena, saluant personnellement les gens, leur demandant des nouvelles de leurs tâches en cours et les remerciant pour leur dévouement malgré les récents bouleversements. Elle s'arrêta près d'une petite kitchenette où quelques développeurs prenaient une pause. Le groupe interrompit sa conversation et la salua poliment. Une développeuse, une jeune femme nommée Lila, osa poser une question. « Mademoiselle Chen, est-ce que tout est stable maintenant? Nous avons entendu tellement de rumeurs. Devrions-nous nous inquiéter d'autres surprises ?» Rachel sourit doucement. C'est stable. Nous avons résolu la situation de propriété et l'entreprise est sur la bonne voie. Je veux que tout le monde se sente en sécurité. Nous sommes déterminés à aller de l'avant et à rendre Chantec plus fort que jamais. Ces mots apaisèrent une tension visible chez les développeurs. Ils retournèrent siroter leur café, discutant de code. Rachel les quitta, reconnaissante du sentiment de normalité qui revenait sur le lieu de travail. Au fil des semaines et des mois, la procédure de divorce officielle entre Rachel et Marcus progressa. Le contrat de mariage, sur lequel Rachel avait insisté sur les conseils de Sandra, contenait une clause d'infidélité spécifique. Cette clause obligeait Marcus à renoncer à toute réclamation sur les actifs de Rachel s'il était prouvé infidèle. Sandra avait rassemblé de nombreuses preuves, reçus, registres d'hôtel, messages et déclarations de la secrétaire avec laquelle Marcus avait eu une liaison. Avec des preuves aussi accablantes, l'avocat de Marcus avait peu d'arguments. Finalement, Marcus perdit tout droit sur les actions de Chantec ou les gains financiers du mariage. Il tenta de négocier, offrant d'abandonner toute réclamation future sur l'entreprise si Rachel renonçait aux pénalités financières. Rachel y réfléchit brièvement, sachant qu'elle n'avait pas personnellement besoin de l'argent. Elle voulait juste protéger Chantec. Mais elle se souvenait aussi de l'arrogance de Marcus et de la façon dont il avait failli tout lui voler. Pas d'accord, dit-elle à Sandra. Il doit faire face aux conséquences de ses actes. La vie de Marcus fut réduite à une forme plus simple. Il trouva du travail comme comptable débutant dans une petite entreprise à Denver. Il emménagea dans un modeste studio, loin de la vie luxueuse qu'il avait menée lorsqu'il était marié à Rachel.
Dans des moments de réflexion, il aurait pu reconnaître l'ironie de retrouver le même poste qu'il occupait plus d'une décennie auparavant, avant Rachel et avant Shentech. Pendant ce temps, Shentech prospérait. Libérée du détournement secret de fonds, l'entreprise enregistra une augmentation de 40% de ses bénéfices au cours des 2 trimestres suivants. De nouveaux partenariats fleurirent, en partie grâce à l'attention médiatique portée à la victoire stratégique de Rachel. Les clients étaient intrigués par sa résilience et la considéraient comme une dirigeante avisée capable de gérer l'adversité. Au sein de l'entreprise, Rachel apporta des changements structurels pour s'assurer qu'aucun individu ne pourrait jamais consolider le pouvoir comme Marcus avait tenté de le faire. Elle créa un nouveau comité de surveillance, inclut davantage de voix dans les décisions importantes et insista pour que toutes les transactions financières soient transparentes et régulièrement auditées. Elle mit également en place un système interne de dénonciation, encourageant les employés à s'exprimer s'ils remarquaient quelque chose de suspect. Le plus grand changement, cependant, se produisit dans sa perspective personnelle. Elle réalisa l'importance de protéger ce que l'on construit, que ce soit une entreprise, une relation ou son bien-être personnel. Elle avait fait confiance aveuglément à Marcus, supposant que son dévouement et son amour seraient réciproques. Elle comprenait maintenant la nécessité de la vigilance et de la documentation. Environ un an après la confrontation spectaculaire, Rachel réunit le personnel de Shentech dans le même grand auditorium où Marcus avait tenté sa prise de contrôle. Cette fois, l'atmosphère était pleine d'espoir. Les gens discutaient avec enthousiasme sur leurs sièges, échangeant des histoires sur les succès récents, les lancements de nouveaux produits et les expansions à venir. Rachel monta sur scène, arborant une expression confiante mais accueillante. Sarah, devenue officiellement la directrice financière de l'entreprise, se tenait à ses côtés. Derrière eux, un grand écran affichait le logo de Shentech, sous lequel on pouvait lire « Une célébration de la croissance et une nouvelle initiative ». « Merci à tous d'être venus », dit Rachel, sa voix portant facilement à travers le microphone. Nous avons atteint notre trimestre le plus réussi à ce jour. Nos ventes sont en hausse, nos produits s'étendent sur de nouveaux marchés et notre réputation n'a jamais été aussi forte. Ce succès appartient à chacun d'entre vous. Votre travail acharné et votre foi en Shentech ont rendu cela possible. Des applaudissements éclatèrent dans toute la salle. Des employés souriants se donnaient des coups de coude, savourant ce moment de célébration. Lorsque les applaudissements se calmèrent, Rachel poursuivit, « J'ai aussi une annonce spéciale à faire. Aujourd'hui, je dévoile le programme Phoenix. C'est une nouvelle initiative conçue pour aider les femmes entrepreneurs vulnérables au même type de trahison et de manipulation auxquelles j'ai été confronté autrefois. Grâce à ce programme, Shentech offrira un soutien juridique, du mentorat et des ressources pour s'assurer qu'aucune femme ne perde son entreprise ou son rêve à cause de l'exploitation, que ce soit de la part d'un partenaire, d'un investisseur ou de toute autre source. » L'écran changea pour afficher un phénix stylisé renaissant de ses flammes, emblème. Oui, le visage agorge a l'impression d'avoir avalé d'innombrables lames, ce qui m'empêche de respirer. J'ai écouté, ne montrant aucune expression. Oh, normal. J'ai ressenti la même chose quand j'ai su que tu te mariais avec Sophie. La lumière dans les yeux d'Ethan s'éteignit complètement. Le stratagème de Lucas avait réussi. Je sais qu'à partir de ce moment, Ethan et moi n'aurons vraiment plus rien à voir l'un avec l'autre. La nuit de notre mariage, j'étais assise nerveusement sur le lit dans la salle de bain. L'eau coule avec un bruit d'éclaboussure, atteignant lentement mon tympan. Peu de temps après, Lucas sortit, apportant avec lui la brume humide, et son ex était à la taille et à l'abdomen. J'ai instinctivement dégluti. Lucas s'avança, se pencha et me demanda doucement à l'oreille, « Ça te plaît ?» Cette nuit-là, j'ai connu une joie ultime. Le lendemain, à mon réveil, j'avais mal partout et j'avais tellement crié que ma voix était rauque, mais je dois vite me ressaisir, car ce soir, j'irai avec Lucas au banquet d'un de ses amis. J'ai choisi une robe bustier couleur champagne, et quand je suis apparu devant tout le monde au bras de Lucas, cela a fait sensation. Après que Lucas m'eut installé, il se leva pour saluer ses amis. L'homme le plus proche de Lucas est le deuxième fils de la famille Sidu, qui a commencé avec les Antiquités. Dès qu'il m'a vu, il est venu me taquiner, « Alors c'est vous la mademoiselle Lana à laquelle notre jeune maître Lucas pense jour et nuit. » Je l'ai salué avec un sourire. « Jeune maître Sidu, j'admire votre nom depuis longtemps. » Sidu leva son verre de vin et gloussa légèrement. « Vous n'avez aucune idée, depuis qu'il vous a vu une fois quand il était enfant, il parlait occasionnellement de vous devant nous.
des années plus tard, quand vous êtes devenu peintre, il vous a discrètement soutenu avec une énorme somme pour organiser votre exposition d'art, puis il a acheté tous vos tableaux. On pourrait dire qu'il était complètement épris. Pas seulement ça, le jeune maître Lucas a même ouvert une succursale à Isard juste pour vous. En les entendant dire cela, les doutes que j'avais auparavant semblèrent s'expliquer. Pourquoi Lucas a-t-il pu se précipiter pour m'emmener me faire soigner juste après ma crise cardiaque à la maison? Il s'avère que mon destin avec lui était déjà scellé dans l'enfance. Lucas revint et me demanda « À quoi penses-tu? Tu as l'air si concentré. » Je tournai la tête et lui souris. Je pensais juste, comment t'ai-je connu quand nous étions enfants? Je n'en ai aucun souvenir. Lucas passa doucement son bras autour de ma taille. Mystérieusement, il dit, il y a de très nombreuses années, il y avait une pleurnicheuse qui courait toujours seule pleurer sous le cerisier en fleurs. Je pratiquais le piano à l'étage à ce moment-là, et j'ai été agacé par le bruit, alors j'ai pensé que j'allais descendre voir qui pouvait pleurer si longtemps. Je ne m'attendais pas à te rencontrer. Dès qu'il a dit ça, je me suis instantanément souvenu. Tu es le grand frère qui m'a réconforté. Autrefois, j'étais isolé par mes amis à cause de mes problèmes de santé, alors j'allais pleurer sous un cerisier en fleurs. Je ne m'attendais pas à rencontrer un grand frère aussi gentil. Il m'écoutait parler de mes soucis, et je lui apportais de délicieuses pâtisseries et des fleurs fraîches. Nous avons passé un moment merveilleux. Oh là là, après tant d'années, Lucas est devenu si incroyablement séduisant. Après avoir vu l'expression surprise sur mon visage, Lucas m'a doucement ébouriffé les cheveux. Je t'ai observé au début, ne t'habituant pas à la ville maritime, mais devenant progressivement heureuse, finissant même avec Ethan. À ce moment-là, j'étais extrêmement contrarié, mais je pensais que tant que tu étais heureuse, tout irait bien. Mais plus tard, j'ai réalisé que tu n'étais pas heureuse à ses côtés. Pourtant, je voulais que tu sois heureuse, alors j'ai discrètement soutenu ta carrière et t'ai aidé à surmonter tous les obstacles. En parlant de cela, Lucas laissa échapper un rire amer, mais les désirs humains sont infiniment amplifiés, et à la fin, voyant qu'Ethan ne te chérissait pas comme il le devrait, je veux te garder à mes côtés. Laisse-moi t'aimer convenablement. Mon cœur tremble légèrement. Après son retour en ville, Ethan est tombé dans un état de désespoir, jour et nuit, ne se souciant guère des affaires. Le vieux maître Ethan, furieux, a pris sa canne et l'a frappé plusieurs fois, ce qui l'a envoyé directement à l'hôpital. Sophie avait disparu depuis un certain temps. Personne ne savait où elle se trouvait. Chloé a dit que quelqu'un l'avait vue ramasser des déchets dans le sud de la ville, et qu'elle était complètement désorientée, agissant de manière folle. Plus tard, un soir, Chloé m'a appelé et m'a dit « Lana, sais-tu, il y a quelques jours, j'ai rencontré Sophie. » Quand j'ai de nouveau entendu ce nom, j'ai ressenti peu d'émotion. C'était quelqu'un qui avait depuis longtemps été éloigné de ma vie. Elle est vraiment dans un état terrible maintenant. Sophie ne reconnaît même plus personne, et elle marmonne encore qu'elle veut épouser un riche héritier de deuxième génération et devenir une dame fortunée. Un sans-abri dans la rue a remarqué qu'elle était plutôt séduisante et a commencé à avoir des pensées inconvenantes. Résultat, après quelques rencontres, elle est devenue encore plus dérangée, et maintenant elle est même enceinte de plus de 3 mois. Je n'ai aucune sympathie pour cela. Nous sommes tous des adultes maintenant. Le chemin que nous choisissons d'emprunter nous appartient entièrement. Autrefois, j'ai aussi tout donné pour l'aider, mais ce que j'ai reçu en retour, c'est la trahison. Après avoir raccroché, Lucas m'a apporté une collation de fin de soirée. Ma femme, ne te fatigue pas trop. Viens prendre un peu de soupe de noix de coco. Fais une pause. J'ai levé les yeux et j'ai vu le beau visage de Lucas. Une vague de satisfaction m'a envahi. Dehors, d'innombrables lumières brillent. À l'intérieur de la pièce, mon bien-aimé est à mes côtés.